monde, ravi d'être ici avec Benoît, Camille Collard. Peut-être qu'on a plusieurs qui ont déjà croisé. Moi, ça m'arrive de faire ça ici. Et là, c'est un vrai plaisir de faire cette rencontre avec Benoît, qui est un auteur que j'apprécie particulièrement. Voilà, on va parler quand même, je pense qu'on va centrer pas mal sur Papy Mariole, qui vient de paraître chez Albin Michel. On va aussi explorer un peu des différents romans, films et autres activités. Juste, j'aime bien poser cette question au début, comme on va rentrer un petit peu dans les détails du livre et tout. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont lu Papy Mariole ici? Je mets la main de ceux qui l'ont lu. Okay. Il y a une personne qui est studieuse. C'est sympa. On va garder les 2 derniers chapitres du coup. Je plaisante. Benoît Philippon. Et vous pouvez vous asseoir. Ouais, on va s'asseoir. On est parti en fait. On pourrait se mettre dans les hamacs. Ça va, vous me voyez? Oui. Donc, auteur de plusieurs romans policiers, qui a bossé Mamie Luger, Joueuse, Petiote, Papy Mariole, au dernier en date. Et toi, Benoît, avant ça, on en parlait tout à l'heure, tu as commencé, on va dire, ton processus de création avec plutôt le cinéma en tant que scénariste et réalisateur. Ouais, alors c'est plus qu'avant ça, parce que ça continue. Maintenant, les romans ont pris une part très importante dans ma vie, dans mon travail, mais moi, mon métier, c'est scénariste à l'origine et réalisateur après. J'ai réalisé 2 longs métrages, dont un qui est un long métrage d'animation. Et en fait, depuis, je développe aussi beaucoup de scénarios, de films d'animation pour les studios étrangers. Étonnamment, j'écris beaucoup en anglais. Donc j'étais content, quand j'ai écrit Cabossé, j'étais assez content de revenir vers la littérature et vers du français. Mais ça arrivait donc assez sur le tard, parce que Cabossé, je l'ai écrit, je crois en 2015 ou 2016, ça faisait déjà 20 ans que j'étais scénariste, et là je suis toujours scénariste, je suis en train de, là, au moment où je vous parle, on discute avec mon producteur sur le titre du film sur lequel on est en train de travailler, on en prépare, et donc voilà, c'est des activités qui rentrent en parallèle, qui se marient très bien, et, pour des univers assez différents, parce qu'effectivement en littérature je développe un univers plutôt noir, en animation pas trop, il faut que je me mélange les pinceaux, mais sinon c'est quand même des choses qui se nourrissent bien. D'ailleurs, on le voit dans Papy Mariole, dans d'autres romans, il y a pas mal d'éléments, de couleurs comme ça, où je pioche à la fois dans le cinéma, mais aussi dans les référents BD, animation, tout. Le personnage, d'ailleurs, je ne sais pas si vous le voyez, il ne vous rappelle pas quelqu'un, le personnage principal de Papy Mariole. Vous pensez à Jean Rochefort, il y a aussi un clin d'œil. Complètement assumé, ouais. La magie de la littérature, c'est qu'on peut faire vraiment ce qu'on veut. Et donc j'avais fait déjà dans Mamie Luger. Qui a lu Mamie Luger ici? Ça c'est un peu plus. Oui, qui l'a lu. Vous vous rappelez de Ventura peut-être? Ouais. Le policier qui peut penser à Garde à vue d'ailleurs. C'est ça, en Michel fait, Serrault. j'ai complètement piqué Lino Ventura et je me suis dit, de toute façon, il va pas m'en vouloir si je le caste dans mon roman. Donc, sauf que je l'ai appelé André Ventura. Et en fait, c'est une façon de jouer avec la lectrice ou le lecteur sur un référent connu, visuel. On a tout de suite, ça évite. C'est à la fois un jeu et à la fois ça évite de partir dans de longues descriptions compliquées sur les personnages qu'on n'a pas forcément besoin. Ventura encore plus, parce que là c'était le garde à vue de Claude Miller, c'était carrément une référence. Mais après je l'amène moi dans mon univers et je le développe comme un personnage et non plus comme l'acteur. Là en l'occurrence Mariole, il a vraiment la tête de Rochefort. J'avais envie de caster Jean Rochefort dans un roman que j'écrivais. En me disant, il s'appelle pas Jean Rochefort, il n'a pas eu une carrière de cinéma. C'est un tueur à gages qui s'appelle Rochemort, qui a la tête de Jean Rochefort. Et voilà, là je sais déjà que quand on lit, on voit, il se balade sur le périph', il est en charentaise avec un peignoir élimé et c'est Jean Rochefort. Voilà, on voit exactement l'image, à partir de là on rentre dans le personnage. Après, il a la personnalité que moi je lui donne. Par contre, il a l'élocution. Et c'est aussi le contrat que je pose avec les lecteurs, c'est d'un coup quand je le fais parler, on a la voix de Rochefort, on entend
il a une diction très particulière, Rochefort, il a un côté très distingué dans sa façon de parler, il a une joie du verbe et du mot. Et quand je me dis, bah, je vais prendre un tueur à gages qui a Alzheimer et qui s'exprime comme ça, j'ai déjà une caractérisation qui prend une belle ampleur, quoi. Donc c'est un... Mais ce que je fais pas, par exemple, parce que c'est un duo, le personnage de Mathilde, je ne fais pas ça, parce que justement, j'ai besoin qu'on s'identifie plus à ce personnage. Alors justement, je vais peut-être vous résumer juste en quelques lignes comme ça, ce duo. Donc on a d'un côté Mariol, qui est un ancien tueur à gages, qui a un peu commencé à perdre un peu la boule, est touché par Alzheimer, et se trimballe sur un périph', et va rencontrer Mathilde, qui elle a été victime d'un revenge porn, c'est-à-dire qu'on a fait fuiter une vidéo porno d'elle, et voilà, ça a complètement détruit sa vie. Et ces deux personnages un peu complémentaires, ils vont ensemble aller un petit peu chercher à résoudre leurs soucis. Alors lui, son souci principal, c'est de retrouver la dernière mission qu'il n'a pas pu faire, puis avec Alzheimer, c'est pas simple, il a quelques indices. Et elle, il y a quand même une idée aussi d'essayer de, pas forcément de faire une vengeance comme on a l'habitude d'en voir dans les films justement, mais plus de quand même, en tout cas, pas se laisser faire, quoi. En fait, ouais, on en parlait hier, j'ai pas eu le temps de développer à la rencontre hier avec Kelly Pollard. En fait, justement, c'est pas une vengeance dans le sens où elle va pas chercher le mec qui lui a fait ça pour le buter, c'est plus, elle cherche à obtenir une sorte de réparation pour se reconstruire. De toute façon, la thématique de la reconstruction, elle est dans tous mes romans, pour se reconstruire, pour pouvoir mettre ça derrière elle. Et c'est vrai que, comme mes romans parlent souvent de violences faites aux femmes, j'essaie de me confronter moins à l'acte lui-même qu'à l'impunité derrière. Et c'est ça qui me rend fou, aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit, c'est que les hommes agressent, violent en toute impunité. En fait, il n'y a pas de conséquences, très peu dans les chiffres de conséquences judiciaires sur ces crimes-là sont ridicules. Et donc Mathilde, elle le sait très bien que le mec, personne ne le retrouvera. En plus, sur le 2.0, enfin sur le revenge porn, tout ce qui est numérique, c'est encore pire. Alors là, c'est la fête c'est assez scandaleux. Si on attaque un peu la thématique du revenge porn, il y a eu un article qui est paru il y a quelques mois. Il y a une commission qui a visionné les contenus sur les sites pornographiques type Pornhub, etc. pour dire, bon, c'est pas juste la problématique de est-ce que le porno c'est bien ou pas, c'est qu'est-ce qu'il y a sur ces sites pornographiques. Il y a des contenus pédophiles, en veux-tu en voilà, des contenus de violence et de viol, et il y a quand même, excusez-moi, donc ça commence dès le matin, il y a quand même des violences faites aux femmes qui sont tellement hardcore sur ces contenus-là. Ils ont compté 12 000 vidéos de descente d'organes de femmes qui seront violentées. Donc quand je parle d'impunité, et ces sites, ils sont ouverts, hein, c'est légal, ils ont pignon sur rue, etc. Et en fait, le 2.0, c'est presque encore pire. Déjà les viols concrets, on s'en tire bien, mais le 2.0, enfin le numérique, c'est la fête ou n'importe quoi. Donc quand ça arrive à Mathilde, elle a plus prise sur sa propre vie. Cette vidéo, la thématique, pourquoi celle-là il se rend compte, c'est que Mariol, il a Alzheimer, donc il a sa mémoire qui s'efface. Elle a été victime de revenge porn, donc la vidéo qui est sur Internet ne s'effacera jamais. Ce qu'il y a sur Internet ne s'effacera jamais. Il n'y a pas de police. Et même s'il y en avait une, de toute façon, c'est déjà dupliqué, donc on ne peut rien faire. Il y a le cas, par exemple, de Jennifer Lawrence, vous voyez qui c'est, qui est une grande comédienne américaine surpuissante. Elle a été victime de revenge porn. Ces vidéos seront online jusqu'à elle a une armée d'avocats qui les pistent. Pamela Anderson aussi. Pamela Anderson, bien avant, parce qu'effectivement, c'était. Mais Pamela Anderson ne savait pas ce que c'était que le web. Alors que, voilà, Jennifer Lawrence, même avec son armée d'avocats, même avec les millions qu'elle peut mettre là-dedans, elle n'arrivera à rien faire. Donc l'idée, c'est quand ça arrive à Mathilde, c'est comment elle obtient réparation de ça. C'est-à-dire que comment elle dépasse ce truc-là pour se reconstruire d'un point de vue conte, parce que c'est comme toujours chez moi, c'est une version un peu symbolique, et comment elle essaye justement symboliquement de punir les personnes là où les personnes qui ont fait ça. Et c'est pas elle va pas leur casser les genoux, elle va pas leur mettre une balle dans la tête, c'est pas ça, c'est essayer de symboliquement d'illustrer ça pour essayer de pousser un peu les lignes d'eux.
C'est un peu ce que je développais avec Mamie Luger. Mamie Luger, c'est pas une qu'on dit c'est une serial killeuse. Non, c'est pas une serial killeuse. Elle tue par plaisir, elle tue par survie. Et après, elle pose la question de la loi n'était pas là pour me protéger, donc comment je fais, quoi. Et donc à chaque fois, ce que je cherche à faire, c'est illustrer des situations pour faire réfléchir sur des faits sociétaux qui sont très quotidiens et les amener à un endroit où la fiction permet d'outrer un peu le trait et d'essayer un peu comme du conte ou de la femme, ce qui se passe dans Marie n'est pas vraiment possible, mais il y a un côté et si il se passait ça, d'un coup ce serait, voilà, ça ferait très réfléchir. Alors ce qui est intéressant, c'est que, comme tu le disais, c'est des grandes thématiques qui traversent tes romans. Voilà, le souci des violences faites aux femmes, des personnages aussi cabossés, avec le petit jeu de mots sur ton premier roman aussi. Mais là, ce qu'on voit par exemple avec ce personnage, c'est qu'elle ne va pas avoir forcément la même stratégie justement qu'une Mamie Luger qui, déjà jeune, a décidé un peu de se faire justice elle-même. Elle va aussi s'appuyer sur cette rencontre avec Papy Mariol qui va devenir aussi, qui va aussi la sauver, et elle va le sauver. Enfin, il y a aussi ce truc-là qui est assez beau et qui, moi, m'a fait aussi penser, on revient encore au cinéma, mais au cinéma américain un peu des années 70 ou quoi, où il y a aussi, je sais pas du macadam cowboy ou du beignet de tomate verte, mais ces personnages qui viennent à un moment se rencontrer, qui ont finalement rien à voir au niveau des âges, au niveau de là où ils viennent. Et lui, on sent que ça a été un tueur à gages, qu'il a vécu aussi dans un autre monde, un autre temps. Elle est vraiment en prise avec la société, et justement, elle l'a subi aussi violemment. Mais tous les deux ensemble, il y a une beauté du truc qui fait que ça va fonctionner et qu'ils vont aller se réparer un peu, quoi. Ouais, complètement. L'idée, c'est toujours de pas. Enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est partir d'une situation forte, mais qui sert entre guillemets d'excuse à une rencontre. Et c'est la rencontre qui va faire. C'est les humains, c'est les personnages qui vont faire la saveur et tout l'intérêt de comment creuser ces portraits humains et comment essayer de faire réfléchir autour de ça. Enfin, on revient sur Mamie Luger. Si j'avais fait une grand-mère, elle a 100 ans, elle a une carabine et elle tire sur tout ce qui passe, au bout de 10 pages, on dit bon on s'emmerde, ça n'a pas d'intérêt. Si par exemple je dis non, effectivement, elle n'a pas calculé son truc, elle a essayé de faire avec les armes justement qu'on lui a donné en tant que femme, d'abord dans les années 30 puis 40, puis à chaque fois de dire à chaque fois dans cette situation-là, la petite gimmick comique, tragique comique, c'est que ça finit toujours avec un mec qui est enterré. Et qu'elle a épousé avant. Et qu'elle a épousé avant. Ça c'est le jeu de la fable. C'est vraiment. Et on ne lui reprendra plus, tu vois. Mais ça, c'est la fable. Mais par contre, la situation, elle n'est pas affabulée. C'est-à-dire qu'effectivement, le mari violent, le mari qui l'engonce dans des vêtements pour qu'elle ne soit plus sexualisée, alors que lui, il va à Paris dans les maisons closes. Et toute cette aberration à laquelle on est dans le patriarcat, etc., de le dénoncer tel qu'il est. C'est-à-dire que ça, c'est des vraies situations et de voir. Quand je mets un personnage là-dedans, dans ce côté fable, en me disant, si on pousse les potards un peu, qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc là, par exemple, effectivement, quand elle rencontre un tueur à gages, ils se rencontrent assez rapidement, on se dit, elle a envie de se venger, elle rencontre un tueur à gages, on se dit, ils vont aller dézinguer tout le monde. Ça, c'est le premier truc qu'on va penser. Même moi, en tant qu'auteur, je dis, mais non, ça va pas être rigolo, ils vont dézinguer tout le monde, ça n'a aucun intérêt. Donc comment, en fait, comment ils vont... Quelle est la vengeance, entre guillemets, en tout cas la résolution de chacun de ces personnages, et surtout, qu'est-ce que ça va amener, cette rencontre. Un homme qui a 78 ans, qui est la vieille génération, qui en plus a Alzheimer, donc d'un point de vue, justement, homme, masculin, patriarcal, même si c'est pas un misogyne du tout, mais il y a quand même des vieux Roland, des trucs qui sont un peu là, et il rencontre cette demoiselle qui lui explique à la fois les réseaux sociaux, il comprend rien, Tinder, il sait pas ce que c'est, il leur explique comment on match, on s'envoie des dick pics, attends c'est quoi les dick pics, puis en même temps elle lui fait de la déconstruction sur le masculinisme toxique. Voilà, tout ça, ça prête des situations qui, une fois de plus pour ceux qui avaient lu Mamie Luger, par exemple, quand je mets Berthe en cellule de dégrisement avec la prostituée Cerise qui a une belle élocution et Mousse qui est un mec de banlieue qui parle comme un wesh. Après on les laisse parler et voilà, c'est assez savoureux parce qu'à travers ça, il y a une arène, il y a un truc qui est savoureux dans la situation et dans le mot. Et puis après, ça prête juste à poser réflexion sur où ils en sont tous dans que je cherche pas du tout à dénoncer wesh, du tout.
plus à le mettre dans un constat sociétal de pourquoi ce garçon il est comme ça, pourquoi il est là, etc. Et de faire se rencontrer avec une grand-mère de 102 ans qui vit dans sa chaumière auvergnate et qui, elle dit cadavre dans la cave, que pour lui c'est un peu le Scarface du Cantal. Enfin, voilà, ça prête à des conclusions et des situations un peu outrées, sympathiques. Bah même le rapport, je trouve, avec Ventura aussi, pour rester un peu sur Mamie Luger, c'est hyper intéressant aussi, parce que du coup, quand elle, dans le récit de sa vie, on sent aussi que, 102 ans, elle a aussi un besoin de se confesser, elle trouve ce flic, et il va y avoir aussi quand même cette question philosophique qui traverse aussi au niveau de la justice. Bien sûr. C'est vrai qu'on a les scènes comiques ou des choses aussi plus dures de ce qu'elle a vécu elle, et puis il y a ces moments-là aussi où elle est face à un flic qui, d'un côté, est la justice et la police, donc qui dit mais attendez, là j'ai une serial killeuse devant moi, et en même temps on sent qu'il y a une part de lui où il se dit ouais, c'est aussi parce qu'on a laissé faire justement une masculinité toxique que il s'est passé ça, quoi. Ouais. Enfin, il est très, je trouve qu'il est hyper intéressant, moi, le personnage de Ventura là-dedans, notamment parce qu'il est un peu en retrait. C'est pas comme là où on a deux personnages qui sont quand même sur un front d'égalité au niveau des pages et tout ça. Là, c'est quand même elle le personnage, mais lui, il apparaît aussi, et c'est ça, je trouve, qui fait ressortir le fond aussi. Bien sûr, c'était toute l'idée, d'où l'importance de la caractérisation du personnage, parce que si je fais un inspecteur bas du front, voire un peu violent, voire un peu viriliste, voire un peu, ça n'a aucun intérêt parce qu'ils vont être dans une confrontation systématique. Dans le cas de Mamie Luger, par exemple, elle a sa vie où à chaque fois elle a ses rencontres avec des hommes ces mariages qui ne sont pas heureux apparemment, parce qu'ils finissent toujours dans la cave. Et effectivement, l'idée avec Ventura, c'était de mettre ça sous l'aspect presque de la psychanalyse et de la post-analyse de la situation. Il est moins là pour la condamner, il sait qu'elle est coupable, elle arrête pas d'avouer ses crimes, donc il essaie de comprendre pourquoi. Et le pourquoi, c'est pas je suis une psychopathe et j'ai besoin de buter des hommes. Non, c'est pourquoi en tant que femme, je suis confrontée à ces violences, et qu'il y a un moment, la loi, elle n'a pas été là pour me protéger. Et c'est systématiquement ça qu'elle lui remet. Lui, il n'arrête pas de lui parler de la loi, elle lui dit, moi je te parle de justice. Parce qu'en fait, la loi, elle fait pas la justice. T'as ta loi, mais là, en ce moment, il y a une impunité, cette putain d'impunité. Et donc ça permet un vrai dialogue, parce que Ventura a une écoute. Quand j'écris Mamie Luger, je me dis, je sais qu'elle a buté tous ces hommes, je veux pas faire un roman qui dit que tous les hommes sont pourris, c'est pas l'idée. C'est de dire, par contre, tous ceux qui sont pourris sont des hommes, donc comment on les dénonce eux, et comment on montre justement qu'ils sont en dialogue et dans l'écoute. Et est-ce que ça pourrait être intéressant pour Berthe de pouvoir, non pas se justifier, mais expliquer sa vie et ce qu'elle a subi, etc. Et là, c'est la même chose avec Mariole et Mathilde. Ces deux générations-là, en plus, avec les problématiques qu'ils ont, plus la déficience cognitive, ça permet en fait à chacun d'ouvrir son cœur, quoi, simplement. Et c'est ça que je trouve le plus intéressant, c'est que d'un coup, on n'est pas juste sur de la situation de j'ai été victime de revenge porn, c'est qu'est-ce qui m'a amené à accepter d'aller dans cette chambre d'hôtel, pourquoi ça a ruiné ma vie, pourquoi j'en suis là dans ma... Et tous ces... l'humain, le psychologique et le sensible dans ces deux personnages-là, c'est ce que je trouve le plus intéressant pour faire ressentir des émotions au lecteur, d'une part, et après pour faire réfléchir sur les faits que je dénonce, parce que du coup Marielle va découvrir toute cette violence dont on parle, qu'il était pas au fait de tout ça, et c'est pas parce que c'est qu'un téléphone portable, donc voilà, une fois de plus, c'est les codes de la fable, parce que c'est tellement outré. Elle rencontrerait un jeune de 25 ans et il lui arrive ça, je ne le développe pas de la même façon. Et d'ailleurs, du coup, c'est l'histoire aussi de ce papy Mariole, moi je trouve aussi c'est ça qui fonctionne bien dans ce roman, c'est qu'il y a un peu cette double enquête. Alors on sent bien que chez toi, c'est pas forcément ce qui t'intéresse le plus, c'est pas de faire un grand polar avec les codes classiques de l'enquête qui va nous tenir, même s'il y a un vrai suspense, etc. Mais tu joues très bien, je trouve, avec ce truc-là, parce que Mariole, il a quand même ses 5-6 points, je sais pas combien, sur une liste qui s'est mis avant de perdre complètement la tête, pour savoir qu'il a quand même
une dernière mission ou enquête à réaliser, quoi. Ouais. Donc c'est aussi ça, c'est parce que lui, il va être un point d'appui pour elle, pour on va dire, voilà, essayer de revivre, mais pour lui, elle va être aussi, ça va devenir sa boussole, son cerveau, et puis ils vont quand même, elle va aussi, se prêter au jeu de résoudre quand même ce truc-là avec lui, qui c'est qui doit buter, ou qu'est-ce qu'il doit faire. Ça c'est le jeu pour le coup, parce que je savais que son histoire à elle était... c'était le nerf de la guerre au niveau thématique. Son histoire à lui, et on ne peut pas spoiler le pourquoi il y a cette enquête qui mène. Donc ça c'est sa résolution à lui, vous le saurez en lisant le roman ce soir. Mais effectivement, donc j'ai développé ça, je me suis amusé à faire ce que j'appelle un peu un non-polar, c'est-à-dire qu'il s'est fait sa liste de dire un peu comme Kill Bill, bon bah faut tuer Bill, et lui à un moment il faut se sortir de l'épaule et il faut finir cette mission et buter ce gars. Il ne sait pas comment s'appelle ce gars, puis après il va dans sa tanière, et puis dans sa tanière, c'est une enveloppe, et dans cette enveloppe, il y a plein d'indices. Il dit, ah bah, du coup, mais ça, donc c'est les codes classiques du polar. Alors, attends, pourquoi le docteur Moutarde, le colonel Moutarde, etc. Donc, il a tous ces indices, sauf que ça a ni queue ni tête, et il sait pas, et il faut qu'il retrouve le gars grâce à ça, qui s'appelle Marino, apparemment, c'est ce qui est écrit sur l'enveloppe. Sauf que ça lui évoque rien, puisqu'il a Alzheimer, et donc Mathilde débarque, elle se prête au jeu, et elle dit, attends, moi j'ai vu tous les experts, je vais t'aider. Donc c'est vraiment, ça c'est le côté qu'on a beaucoup en tant que scénariste, c'est qu'aujourd'hui, les téléphages, les gens qui bouffent des séries, ils ont un coup d'avance sur les scénaristes, donc il faut réussir à jouer avec ça. Donc elle se prête au jeu, et en fait c'est une succession de fausses pistes et de déductions qui sont des déductions un peu au doigt mouillé, et il se balade, et je balade le lecteur comme ça en disant allez, va par là, va voir ce qui se passe, va par là, va voir ce qui se passe, et puis finalement ils vont quand même quelque part, et c'est ça qui ça c'est le côté ludique du code du roman noir. Alors moi, ce qui m'a beaucoup plu aussi, pareil, hein, c'est pas de spoil, c'est plutôt dans le début, c'est que rapidement, en sortant aussi, en s'échappant de son EHPAD, il va retrouver un peu tout son barda. Donc quand même un personnage, moi, que j'ai adoré, qui est un personnage animal, c'est Chonchon, sa truie, donc ça, son animal de compagnie, c'est un cochon. Qui est génial. Il retrouve sa vieille voiture, enfin là on sent aussi, moi encore une fois, ça m'a... le Rochefort ou tout le truc des années 70 au niveau de même la manière dont lui va s'habiller, sa voiture, enfin il y a aussi tout ça, ouais. Il y a aussi tout ce truc-là que tu ramènes avec toi, voilà, il roule en dauphine quand même, quoi. Elle s'appelle Delphine, c'est Delphine la Delphine. Voilà, ça c'est les petits... C'est les petites gimmicks qui fonctionnent aussi bien, et qui vont, encore une fois, il y a un vrai contraste avec du coup Mathilde qui va elle carrément changer au cours de l'enquête et de sa rencontre, et prendre de nouvelles fringues. Elle va décider de plus être entre guillemets justement encore une fois opprimée. Enfin, t'as aussi tout ce jeu-là sur on parlait avant des questions voilà plus générales, plus sociologiques, philosophiques et tout, mais même juste dans les traits, là on ressent encore une fois peut-être le cinéma en toi là-dedans, c'est qu'il y a aussi vraiment du détail sur même les fringues, sur ce qu'ils ont aussi autour d'eux, sur les décors aussi beaucoup. Ouais. T'as tout ça quand même que t'amènes aussi dans tes romans qui est intéressant. Bah c'est ça, oui, moi je trouve que tout ce qui amène de la cinématographie, ou en tout cas de la caractérisation, en cinéma on appelle ça la direction artistique, donc c'est comment on caractérise un lieu, on joue sur les couleurs, pour que ça aille avec les habits ou les accessoires, etc. Donc plus il y a une direction artistique et élaborée, ben, c'est savoureux, on s'en rend pas forcément compte, mais on voit les choses qui résonnent et qui vont ressortir. Quand je me dis que Marielle il va un peu errer seul dans les rues avant de rencontrer Mathilde, je me dis c'est quand même bien, sinon ça risque d'être un petit peu ennuyeux, c'est bien qu'il ait un compagnon. Je réfléchis, je me dis ça va être un chien, ça va être un chat, bah non, ça va être un cochon, parce que du coup, voilà, je me dis, sachant que, bon, petite anecdote, donc le cochon s'appelle Madame Chonchon, et j'ai rencontré Madame Chonchon, je séjournais dans une maison Airbnb, ils avaient une Madame Chonchon comme ça, qui était un petit cochon noir adopté, qui était super copine avec un chien blanc magnifique, et je me suis dit, mais ça, toi, tu vas tellement finir dans un roman. Et voilà, parce que c'est tout de suite, ça permet, déjà ça pose une situation rigolote, Jean Rochefort avec un cochon, on se l'imagine tout de suite. Donc toutes mes situations, je vais les pousser un tout petit peu.
comment on rentre dans un hôtel avec un cochon, quoi. Donc voilà, ça crée des comédies de situation. Dans le sens, c'est aussi intéressant, parce que vu ce que vit Mathilde, on est quand même dans un truc où on parle de balance ton porc, par exemple, un cochon, donc on est dans un champ lexical où d'un coup, finalement, le cochon, il a un comportement bien plus humain que bien des humains, etc., etc. Toujours dans le registre de la fable, ça permet de faire passer des petites choses comme ça à droite à gauche. Et surtout, le personnage de Mathilde, ce que je disais tout à l'heure sur les descentes d'organes, c'est quand même pas joyeux du tout, c'est quand même très dur. Si je traite le roman que comme ça, c'est un pavé un peu indigeste, ça peut se faire d'un point de vue réaliste, ça va vraiment pas être une lecture plaisir, ça peut être une lecture de dénonciation vachement forte. Mais moi je sais que Mathilde, elle va charger un truc émotionnel dur, des situations de violence qui lui sont faites et qu'elle va dénoncer qui sont très très dures. Donc derrière, si mon tueur à gages, c'est un tueur à gages en carton, même s'il a été violent et tout ce qu'on veut, mais là aujourd'hui c'est un tueur à gages en charentaise avec un cochon, je sais que j'amène beaucoup de sas, de dépressurisation et de potentiel d'humour et de tendresse qui vont permettre de pouvoir aller assez loin dans ce que je vais vouloir dénoncer dans le revenge porn, tout en restant chaleureux d'un point de vue émotionnel. Moi, c'est ce qui m'avait marqué aussi, même dans Cabossé, par exemple. Pareil, il y a quand même des choses qui sont dures. Donc Cabossé, j'imagine qu'il y en a aussi certaines d'entre vous qui l'ont lu. Le premier roman de Benoît, où là, c'est un espèce de road trip entre un personnage, un costaud qui est physiquement un visage assez ingrat, et une jeune femme qui, elle, encore une fois, est victime de violences conjugales et qui vont tomber amoureux et qui vont se lancer dans un espèce de grand road trip, où là il y a aussi des scènes qui sont dures, notamment lui quand on est sur ce que lui a vécu gamin, ado et tout, et quand même il y a aussi plein de moments, voilà, ils ont déjà une rencontre charnelle qui est assez belle, donc il y a quand même tout ce truc où vraiment ils font l'amour tout le temps, ça brille à des moments où c'est quand même noir, enfin je veux dire, ce que tu dis là, c'est aussi quelque chose moi que j'ai pu ressentir, même dans ma lugueur aussi. Il y a des trucs, voilà, il y a quand même des thématiques, des choses qui sont encore une fois très dures, mais il y a toujours ce truc où, ouais, il y a un côté où on est trop content quand il y a des angles nazis, voilà, il y a ce truc-là aussi, et du coup, je trouve que ça, t'arrives vraiment bien à doser ces choses-là. Et encore une fois, moi je veux revenir sur ce truc aussi des lieux dans lesquels t'inscris aussi, tout ça, je trouve que c'est vachement important là-dedans notamment. Je trouve qu'on a vraiment quelque chose du décor qui nous emmène, que ça soit quand il marche sur le périph', en plus on a un peu ces deux récits en même temps, donc il y a des fois ça se coordonne, puis en même temps des moments ils se retrouvent à Pigalle au milieu, puis après dans un petit bled. Comment tu fais ces choix aussi de lieux dans lesquels tu t'emmènes tes personnages? C'est forcément des lieux que tu connais? Non, pas du tout. Je les invente. Je cherche comme un réalisateur, en fait, quand on va écrire une scène, on se dit on va pas avoir envie et qu'on se repère dans l'espace, donc il faut que les lieux soient caractérisés, c'est comme tout. Donc en cinéma, par exemple, on appelle les establishing, enfin des plans d'établissement, c'est-à-dire que là, si on est ici, on va faire un plan à l'extérieur, on va voir où on se retrouve pour dire, tout à l'heure on était en périph', là on est dans ce genre d'ambiance, donc on est dans une médiathèque, dans une école, etc., etc. Une fois qu'on a dit ça, on dit, est-ce que je mets ça dans une école? Est-ce que c'est une école normale? Est-ce que c'est une école délabrée? Est-ce que j'ai envie est-ce que d'un coup ce serait pas une école désaffectée? Qu'est-ce que ça m'amène en fait comme situation? Et à chaque fois, c'est de dire, le décor est aussi acteur de la narration. Et par exemple, j'ai ce moment où Mathilde et Mariole se retrouvent et qui se disent, bon, à un moment, il va falloir se poser pour faire un plan d'attaque, quoi, quelque part. Maintenant qu'on s'est posé, qu'on s'est un peu raconté notre vie, qu'est-ce qu'on fait de tous ces éléments? Donc je me suis dit, est-ce qu'ils font ça dans la chambre d'hôtel? Bon, j'étais déjà dans la chambre d'hôtel au moment où ils se sont un peu dit j'ai pas envie de rester dans la chambre d'hôtel. Une fois de plus, il faut créer la diversité, sinon on est au théâtre. Donc je me suis dit, il faut qu'ils aient un moment comme dans des films où c'est un peu FBI, ils ont leur tableau, ils écrivent les indices, etc. Donc quoi, je mets ça, quoi. Et moi, à cette période-là, j'étais en train de déménager, chercher maison à la campagne, je me suis dit, ils sont à la campagne, ils sont dans un moulinage, ils sont dans un tiers-lieu où les mecs, en fait, c'est un tiers-lieu culturel, ils accueillent des troupes de théâtre et ils pensent que c'est une troupe de théâtre qui est en train de créer une pièce, quoi. Alors qu'en fait, ils sont juste en train de dire, on va buter tel mec, etc. Ils tirent à balles réelles, ils disent, ouais, moi, on n'utilise pas des artifices ici. Et voilà, en fait, ça crée comment le décor rentre dans la narration, comment on lui donne à chaque fois. Il faut que le décor soit signifiant par rapport à ce qu'on dit.
Et quand je dis il a une dauphine, par exemple, oui, c'est rigolo de dire qu'il a une dauphine, mais c'est aussi parce que narrativement, quand on va écrire, je vais écrire régulièrement qu'ils sont dans la bagnole. Quand je suis au cinéma, le plan, on va voir que c'est la même bagnole, systématiquement. Si je dis à chaque fois, ils prennent la voiture, ils sont dans la voiture, ils conduisent la voiture, il n'y a pas 50 000 façons de dire. Si je caractérise la voiture, si je dis, et ça je le fais à chaque fois puis j'aime bien aller chercher des bagnoles qui sont plus trop là, quoi. Dans Joueuse, elle a une vieille BX pourrie, la BX c'est quand même juste un peu pourri. Dans Cabossé, il a une DS, etc. Et en fait, simplement, ça caractérise, quand vous lisez, vous dites « Ah mais d'accord, c'est la dauphine, j'ai l'image, donc on peut passer à la suite ». À chaque fois, c'est de donner des images, de dire « Là, j'ai pas besoin de te dire en 15 points à quoi ressemble la bagnole ». Puis t'aimes bien donner quand même vie aux choses, parce qu'il y a le fauteuil de Roy, par exemple, qui a quand même un prénom dans le cabossé. Il y a Mamie Luger, il y a quand même son flingue, justement. Il y a la dauphine là. Il y a aussi, encore une fois, cette importance du détail, pas que sur les décors, mais même sur tout ce qu'il y a autour aussi. Ouais, c'est de planter. Moi, quand j'écris, je me rappelle, mais venant du cinéma, quand on est en cinéma, on sait qu'il y a des choses, un plan va dire beaucoup de choses. Une image, voilà, je plante le décor, si je prends la photo là, j'ai pas besoin de la décrire. Si je suis en roman, il faut que je dise, alors attends, on est dans une école, dans quelle configuration, les couleurs qui sont derrière, il y a une caméra là, il y a combien de gens là. Bah, déjà, j'ai déjà un paragraphe, quoi, donc c'est assez long. Donc si je dois faire ça sur tout, je peux me retrouver, c'est du Proust, quoi. Donc, et comme Marcel l'a très bien fait. Et donc effectivement, plus j'injecte des images assez fortes, dans Mamie Luger, on est quasiment tout le temps dans la chaumière de Berthe. Donc installé assez vite, qu'il y a la cave, que dans la cave il y a l'alambic, j'ai pas besoin après de revenir trop. Enfin, quand je repars de l'alambic, on sait qu'il est dans la cave parce que la situation est suffisamment forte. Et en fait, c'est de poser comme ça des éléments ultra importants. Donc, là, je prends le temps de faire un gros plan. Donc, vous voyez, donc là, ici, il y a tel genre d'éléments, il y a la carabine qui est là. Et ça permet de dire, une fois que j'ai posé ça, j'ai pas besoin d'y revenir. Ou si je l'évoque, ça fait tilt tout de suite dans la tête. Si je suis dans des trucs très génériques, il faut que je redise, ouais, c'est à côté de trucs en placo qui ressemblent à du Ikea, et puis dans l'autre truc, là, c'est aussi un truc en placo qui ressemble à du Ikea. Il n'y a pas de caractérisation. Plus on est caractérisé de façon pertinente, moins on a besoin de revenir dessus, et puis on peut se concentrer sur d'autres éléments. Et puis ça crée comme tu dis, ça crée des univers graphiques, visuels, sonores. Moi je joue aussi, j'utilise les artifices du cinéma dans le roman, ce qui est compliqué, tu vois. Mais par exemple, il y a une scène où ils sont sur l'autoroute et il y a Radio Nostalgie qui passe des chansons qui font écho à ce qu'ils sont en train de se dire. Et voilà, il y a Françoise Hardy qui chante La Rose, qui est la métaphore de la vieillesse, etc. Et puis tout ce jeu où j'essaie d'installer, de me dire mais ils sont en train d'avoir ce dialogue, ils sont en train d'écouter une Radio Nostalgie alors qu'ils sont entre deux résolutions de crimes, ça crée des situations, je pourrais dire ils sont en train d'écouter des trucs hardcore, mais en fait non. Donc c'est toujours chercher à créer suffisamment d'éléments pour avoir une saveur intéressante. Des fois c'est trop, par exemple, quand j'écris plusieurs versions, enfin on réécrit évidemment énormément, puis il y a des fois à force de le faire, j'en mets trop. Donc je fais sur chaque scène, il y a tiens, qu'est-ce que je pourrais mettre comme musique d'ambiance ou comme décor. Puis en fait en relisant, je dis bon voilà, j'en ai pas besoin en fait sur cette scène-là, ça devient trop. Donc c'est aussi un équilibre à savoir pour se dire dans cette scène c'est important, dans une autre ça l'est pas. Mais et est-ce que tu penses des fois au cinéma, à l'adaptation, ça t'est déjà arrivé? Alors, soit, je sais pas, en écrivant ces romans-là, soit même après coup, notamment il y a un clin d'œil là-dedans à Mamie Luger, où à un moment donné il se balade, puis il y a du coup l'adaptation du roman. Est-ce que c'est des choses soit qui t'intéressent, je sais pas, d'adapter toi-même, soit en tant que scénariste ou réalisateur, ou l'un et l'autre, ou même est-ce que tu penses même des fois à la genèse du projet, ou c'est vraiment des choses séparées quand même? Je pense pas à la genèse, mais comme j'écris, ma façon d'écrire du roman, ça reste du scénario. C'est du scénario avec de la littérature évidemment dedans, mais c'est une mécanique scénaristique. C'est quand même sur le principe, c'est construire une histoire, construire des dialogues, construire des personnages, donc c'est comme au cinéma. Donc évidemment, quand j'écris, il
il y a des choses qui vont pas être adaptables au cinéma, donc je me prive pas de faire des choses en roman en me disant comment je vais faire ça au cinéma, c'est pas le sujet. Mais par contre, c'est à chaque fois des films écrits, hein, en vrai, ce que je fais, ceux qui me connaissent ce que j'écris. Et après, systématiquement, oui, ils sont tous plus ou moins optionnés. Je dis plus ou moins parce que justement, il y en a qui m'énervent. Typiquement, Mamie Luger, c'est optionné, c'est pas optionné. Alors, ce qu'on appelle optionné, vous savez peut-être pas ce que c'est. Les producteurs, en fait, ils disent tiens, ça m'intéresse, donc ils posent une option sur le roman. C'est-à-dire qu'ils achètent les droits à 10% de la valeur du scénario, par exemple, pour un temps donné. Donc, ils ont en général 12 mois, 18 mois, 24 mois pour. Parce qu'il ne faut pas croire, en fait, quand les producteurs, c'est pas eux qui ont l'argent, ils vont chercher l'argent. Donc, ils ont 10, 12, 15. Ça leur donne le temps d'aller chercher, ils vont voir les plateformes, Netflix, etc., pour essayer de faire le montage financier du projet. Et s'ils n'y arrivent pas, eh ben, on récupère les droits. Donc l'option, on dit que l'option tombe, et donc on garde l'argent qui a été versé pour le roman, et puis on passe à autre chose. Le problème de ce truc-là, petite parenthèse, donc c'est qu'en fait on abîme le projet. C'est-à-dire qu'une fois que c'est fait, si ce roman, on l'a envoyé à Netflix, Disney, Amazon, Paramount, on récupère les droits un an et demi plus tard, un producteur dit du coup vous avez essayé, ouais on a essayé, trop tard, parce que du coup on a déjà été voir ces portails, donc il faut revenir avec autre chose. Donc tout ça pour dire que par exemple là je fais un gros clin d'œil, je parle de Mamie Luger parce que j'en parle dans chaque roman, donc effectivement elle se retrouve devant une colonne Maurice, elle dit, sauf que dans le roman, Berthe existe, même encore maintenant, dans chacun des romans les personnages se recroisent, donc c'est un vrai fait divers, elle dit ah là ils en ont fait un film. Donc le fait divers Mamie Luger a été adapté au cinéma, et puis je fais un petit acte en disant en plus ils ont fait 3 millions d'entrées, ça c'est un petit acte au producteur, quand est-ce que vous vous réveillez les gars, parce qu'en fait on l'a optionné, Mamie Luger, j'ai récupéré l'option, ils en ont rien fait et ça me rend ouf. Et, oui, du coup là. Ouais, j'ai récupéré les droits de Mamie Luger. Et Cabossé non plus, parce que ça pourrait être quand même aussi quelque chose d'assez cinématographique. Alors Cabossé, ça a été très loin, parce que pour le coup Cabossé, j'ai écrit, donc les producteurs se sont positionnés, donc fonctionné. C'était moi qui scénarisais, c'était moi qui réalisais. Et tu vois, quand je dis Cabossé, pour moi c'était relativement inadaptable, parce que dans les romans que j'écris, c'est celui qui est le plus graphique au sens BD du terme. C'est-à-dire que Roy, je décris, il fait 2 mètres sur 2, quoi. Ce personnage n'existe pas dans la vraie vie. Et tu vois, je ne m'étais pas dit comment on va faire, comment on va l'adapter. Par contre, une fois que les producteurs m'ont dit ça m'intéresse, je fais bah ouais, super, faisons-le. Donc je commence à écrire le roman, je me dis, le scénario, je me dis merde, mais comment je trouve Roy, quoi. Surtout en France, un acteur qui fait 2 mètres sur 2. Et là, on a fait une grosse erreur, c'est qu'on a casté des mecs qui font 2 mètres sur 2. Donc des comédiens d'abord, il n'y en a pas. Il y en a ils sont pas aussi balèzes. Enfin, les Américains, ils ont une vraie culture physique, donc on peut avoir des grands comédiens qu'on voit, ils font des transformations physiques, qui sont cette culture. Qui ça? Teddy Riner. Je trouvais qu'il s'était Le judoka, tu sais. C'est un monstre, il est immense. Ouais, mais est-ce qu'il sait jouer? C'est ça la grande question. Parce qu'en fait, il a pas la gueule trop déformée, faut quand même. On a 2 problématiques dans ces cas-là, c'est que est-ce qu'il sait jouer et est-ce qu'il a un nom qui permet de monter le film. Donc par exemple, quand on fait Cabossé, la première personne dont on nous a parlé, vous voulez, c'était Mathias Schoenaerts. Vous voyez qui c'est Mathias Schoenaerts, donc de Rouiller l'os, parce qu'effectivement, il est parfait. Mathias, il est connu, il est un super comédien et c'est une machine. Bon, il n'était pas dispo. Et en fait, donc j'ai commencé à caster, et justement, j'ai pas été voir des judokas. Le dernier que j'ai fait après 1 an de casting, c'était l'enfer. Parce que j'ai vu plein de comédiens qui étaient dit ouais, il va pouvoir prendre, il faut quand même qu'il prenne 50 kg de muscle. Il joue pas mal, mais il faut qu'il prenne 50 kg de muscle. Ou à l'inverse, des mecs qui étaient très musclés. J'ai vu des mecs qui faisaient du MMA, et le dernier que j'ai eu, c'était un videur de boîte. Alors il faisait 2 mètres sur 2, et il s'appelait l'anesthésiste. Parce que quand je fous une baffe, en fait, ok. Bon, alors, physiquement c'est intéressant, c'est comme je le disais déjà. Et il dit en plus c'est ma vie, Roy, c'est ma vie, je suis Cabossé, etc. Je dis ouais, putain, effectivement. Mais c'est personne, le gars. Je suis bon, on va faire un essai. On a fait un essai, et le mec il jouait mal. Il était adorable, mais il savait pas jouer. Et je me suis dit, est-ce que je prends un mec qui physiquement ressemble à ça, ou est-ce que je prends un bon comédien? Et c'est ça qui est intéressant avec le cinéma, c'est que vous voyez l'acteur Tom Hardy, ça vous dit quelque chose aux États-Unis? Tom Hardy, en fait, à force, je regardais, je me dis, mais Tom Hardy, il est tout petit. Tom Hardy, il fait 1m75. Il fait 10 cm de moins que moi. Mais quand on le voit dans Batman,
allait arriver sur un costaud qu'on voit dans Bronson, je sais pas si vous avez vu ce film génial sur C'est Tom Cruise. Et Tom Cruise, il fait 1m62. Et en fait, je me suis dit, mais je suis con, en cinéma, on peut tricher plein de trucs. Et donc, j'ai casté, finalement, c'est Guillaume Wix qui devait faire le film. Guillaume Wix qui est dans Polar Park, je sais pas si vous avez vu. Et Guillaume, c'est un super comédien. Et il a eu cette lecture géniale du scénario, il a dit, c'était quoi la phrase? Il dit, je peux pas jouer un Minotaur, mais je peux jouer un Pitbull. Et donc on l'avait casté avec, c'était Lizzie Brocheret qui devait faire Guillemette, et on a fait des essais et c'était magique. Parce que pour le coup, après un an de comédiens qui n'arrivaient pas à faire sonner les dialogues, là d'un coup ça sonnait de ouf. Et donc on avait monté l'équipe, c'était assez loin, et ça c'est le bonheur du cinéma, c'est qu'on avait tout ça, puis on n'a pas réussi à lever de fonds. Et du coup, le projet a été annulé. Donc on est reparti à la case départ. Mais ça arrive très souvent, et vous pouvez, enfin là, à Quai du Polar, tout le monde a ces anecdotes-là. Hein. Même Franck Tillier, on en parlait dernièrement, Franck il me disait, je crois que tous ses romans ont été optionnés, puis il y en a 4 peut-être qui ont été faits. Même Tillier, c'est pas parce que, et Mamie Luger, qui est un best-seller, en fait, ils arrivent pour l'instant pas à l'adapter. Là où Petiot, qui a moins marché que Luger, mais Petiot, enfin, des romans que j'ai écrits, Petiot c'est plus cinématographique. Les producteurs ils sont tombés dessus, là, ils sont arrachés, ils ont levé, et l'UG s'est acheté le roman, et, parce que ça s'adaptera très très bien en cinéma. Mais ça ne veut pas dire qu'on va y arriver, parce que en fait, après, ces fameux portails, comme on dit, les fameux portails de financement, ils n'arrêtent pas de changer. Donc, selon. Là, il y a Stranger Things qui marche, donc on veut tous faire du young adult. Ah bah là, il y a une comédie qui marche, on va tous faire de la comédie. En fait, ils sont toujours en retard sur ce qu'ils veulent faire. Donc par exemple, Petiot, on l'a envoyé chez Disney, la plateforme Disney. Ils ont adoré, donc l'année dernière on l'aurait fait, mais pas cette année, parce que cette année, les différents projets qu'on a fait n'ont pas marché. Donc on part sur un truc plus comédie. Donc en fait, c'est pas du tout une fin. L'idée, c'est que les romans, ils existent en eux-mêmes. Et si on arrive à les adapter, je serais ultra ravi et très heureux. Mamie Luger, par exemple, est adapté beaucoup au théâtre. Là, on a 3 adaptations de théâtre. Il est adapté en roman graphique, il a été adapté en livre audio. Je pense qu'à un moment, il sera adapté en cinéma. Mais ils le sont tous, voilà, ils sont tous dans ce viseur-là. Mais je me pose pas cette question-là quand j'écris. Je me dis, ce sera cool. Maintenant, je me dis qu'il va falloir caster Jean Rochefort, ça va pas être simple. Et justement, du coup, là, on a beaucoup parlé de cinéma et tout, dans ta carrière et même le lien avec les romans, mais juste la littérature en tant que telle, le roman, pour toi, au niveau de toi, tes lectures, des choses qui t'ont, je sais pas, moi, ceux qui t'ont bercé, gamin ou adolescent, ou même après, quelles sont un peu les sources, toi, là, on va dire, vraiment purement littéraire, que ça soit dans le polar ou que ça soit d'ailleurs dans d'autres formes littéraires, quoi. Il y a eu plein de choses il y a eu plein d'œuvres différentes qui m'ont marqué pour plein de raisons différentes. C'est assez marrant parce que enfin, j'ai comme tout le monde la trilogie enfin à l'époque c'était la trilogie, c'est plus une trilogie maintenant, mais Malocène. Ouais, c'est ça. Mais à l'époque c'était la fameuse trilogie Malocène. Je découvre Pénac, je découvre La Fée Carabine, et enfin ça y est, là les gens je commence à lire des papiers où on fait, j'ai pas du tout le talent de Daniel Pénac, mais on fait le lien entre ce qu'a fait l'univers de Pénac, La Fée Carabine, évidemment quand j'écris Berthe, il y a de La Fée Carabine derrière, quoi. Et cet univers de Pénac, et c'est ça qui est marrant sur les histoires de code, où moi je suis catégorisé comme faisant du roman noir. Pas du polar, parce que quand je fais du polar, je fais des experts heure et noir, quoi. Je fais du full polar. Mais par contre, je fais du noir, mais je fais du noir humaniste. Et en fait, si tu regardes si tu regardes la série Malocène, c'est exactement ça. C'est du noir, hein. C'est du enquête, c'est des meurtres, c'est du. Et sauf que on est avec cette Smala Malocène, on est avec ces personnages qui sont en couleur, mais c'était dans des situations du noir. Et donc ça m'a vachement. Malocène, Pénac m'a amené un côté vachement fort dans ce côté ludique et un peu fable. Cette Smala n'existe pas. Aussi, et où chaque enfant est ultra caractérisé. Enfin, je me souviens à un moment, le Xème, je sais pas combien ils en ont des gosses, mais le 10e qui naît, il pleure pas, donc la gamine elle dit c'est un ange, on va l'appeler comme ça. Ouais. Comment tu veux l'appeler? Ange? Non, on va l'appeler c'est un ange. Voilà, c'est Verdun, et donc le roman me dit c'est quand même un peu lourd, et puis le roman d'après il dit il y a c'est un ange qui allait faire les courses. Donc il a vraiment intégré, quoi. Et ce genre de choses, il se permet ce genre de choses. Donc c'est vrai que moi j'aimais vachement, et j'aime toujours d'ailleurs cette folie qu'il y avait aussi chez Boézian, quand j'ai découvert
Verbian, je me dis waouh, on peut vraiment aller loin dans ce que j'ai après développé dans l'animation. Finalement, le cinéma d'animation, on voit du Miyazaki, on voit du Vient, enfin, il y a des corrélations qui sont vachement fortes sur le poétique. Et donc voilà, et après, moi je me suis pris une grosse claque en lisant Lolita, Nabokov, sur le verbe, le texte, l'écriture de Nabokov, c'est quand même juste un gros coup de poing dans la gueule. Et puis, en fait, ça m'a vachement imprégné dans ma façon d'écrire derrière, parce que Lolita, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas un roman sur une allumeuse, c'est un roman sur un monstre qui a abusé d'une jeune fille, qui a des atouts de jeune femme en devenir, mais elle a 13 ans dans le roman, et juste, c'est tout un récit autour de la monstruosité d'Humbert Humbert qui le dit. Il dit « je suis un monstre, j'arrive pas à me dépasser ce truc-là » et c'est une sorte de monologue intérieur sur comment je dépasse, comment j'essaie de comprendre ma propre monstruosité et la canaliser. Et j'ai trouvé, et en fait, c'est déjà un roman sur la violence faite aux femmes. Et ça m'a vachement marqué, et c'est vrai que j'ai souvent ça en tête quand j'écris. Et notamment l'incipit, qui pour moi est quand même un truc que j'aime beaucoup. Donc la première phrase ou le premier paragraphe d'un roman, j'adore me balader dans les librairies et lire les incipits. Je me dis qu'est-ce que tu as choisi comme première phrase, qu'est-ce que tu as choisi? Celui de Lolita est historique pour moi d'exemple d'efficacité. Et j'y pense à chaque roman, même si je fais pas toujours. Moi, l'incipit de Mamie Luger, c'est blâme blâme. Donc voilà, j'en fais la littérature qu'on peut. Mais bon, en tout cas, voilà, ouais, c'est des jeux avec tout ça. Et donc, quelque part, ouais, ça se situerait entre Nabokov et Pénac. Et littérature américaine, pas trop, c'est marrant parce que ouais, sur certaines choses, ça me fait quand même penser aussi à. Alors, encore une fois, dans l'univers ou dans le côté des personnages, de la route aussi, qui est quand même souvent là. Ouais, je sais pas dire ça. Ouais, si, il y a de la littérature américaine, mais finalement, moi, mon inspiration principale, ça restera toujours le cinéma. Même si ça passe par le mot et par la littérature, comme c'est du visuel. Moi, sur chaque roman, j'ai mes références, j'utilise des références évidemment littéraires, mais j'utilise des références cinéma. Je me fais des banques visuelles de décors, des fois, des banques visuelles de personnages. Par exemple, sur Papy Mariole, pour chaque personnage, je vais chercher des influences de différents personnages. Et je me fais une sorte de trombi comme ça, comme si j'étais en prépa sur un film. Et la notion du dialogue, par exemple, on parle souvent de mes dialogues, parce que scénario veut dire dialoguiste. Et moi, par exemple, on parle souvent de Michel Audiard, mais j'ai grandi avec les films de Blier, de Bertrand Blier. Blier, il amène le dialogue encore un peu ailleurs par rapport à Audiard. Il amène une sorte d'absurde et de poésie, et aussi de dénonciation sociétale vachement forte. Et donc moi, j'ai cette mélodie-là dans les oreilles. C'est plus rare en roman de voir du dialogue qui sonne à l'oreille. Il y en a quelques-uns qui le font, mais c'est vrai que moi, quand j'écris, d'ailleurs, quand je me relis, je lis à voix haute, ce qui est un vrai bonheur pour ma femme, quand je relis 43 fois la même scène. Et donc en fait, tout ce qui m'inspire, c'est effectivement, ça va être littérature, mais ça va être aussi la musique. Je me fais, mais c'est banal, tout le monde le fait, mais j'ai une playlist pour le film, pas une playlist de ce que j'imaginerais qui marcherait dans le film, mais la playlist qui pour moi est l'ambiance de la scène au moment où je suis en train d'écrire, qui me met dans l'humeur 2. Donc c'est pareil, des fois ça peut être une playlist un peu dark, mais et voilà, c'est un mélange d'ingrédients, quoi. Est-ce que vous avez des questions à poser à Benoît? Parce que je trouve que leur passe. Il y a pas mal de sujets, mais peut-être que vous avez des choses à dire, soit sur Papy Mariole, ou des questions à poser. N'hésitez pas. Non, Qu'est-ce qui a réveillé votre sensibilité sur la violence? Ouais, allez-y d'abord, commencez. Sur la violence des femmes, en fait. Pourquoi ce sujet C'est marrant, c'est une question qu'on me pose souvent. Ça. Oui, parce que c'est très présent. Ouais, c'est très présent. Alors, pourquoi ça a pris cette proportion-là? C'est plus ça parce que là, en fait, du coup, moi, quand j'ai écrit mes premiers scénarios, j'étais déjà sur cette problématique. J'avais envie à chaque fois, parce que j'avais envie que mes personnages principaux soient des personnages féminins, parce que je trouvais que la figure du personnage masculin principal, tout avait été un peu dit, puisque par définition,
la narration est toujours tenue par des héros blancs, hommes, 35 ans, etc. Donc déjà, juste pour casser ces codes-là et de me dire c'est vachement plus intéressant au niveau de ce que ça peut permettre comme champ des possibles. Sauf que du coup, quand on a un personnage féminin, on va commencer à développer des obstacles qu'elle peut avoir rencontrés, et ça va être assez souvent des obstacles qui sont liés quand même à une violence, et qui est une violence masculine. Donc, puis je reviens sur Lolita, parce que le tout premier roman que j'avais écrit, en fait, était inspiré de... Pas le premier roman, le premier scénario que j'avais écrit était inspiré de Lolita, où je m'étais dit, Lolita, il lui arrive quoi 20 ans plus tard, à 40 ans, Lolita, elle est où qu'est-ce qui est advenu de cette personne? Et en fait, c'est déjà la déconstruction de cette violence et le côté un peu post-traumatique. Donc, c'était pas calculé. En fait, quand j'écris Cabossé, donc je sais pas qui ici a lu Cabossé, mais quand j'écris Cabossé, déjà je pense pas que ça va devenir un roman, mais je me suis dit je vais parler un peu de tout ce qui me met en colère. Donc, et étant un homme blanc, hétéro, milieu social relativement favorisé, je ne peux pas manger, etc. Je suis, entre guillemets, je suis le tortionnaire de tout le monde. Donc je me suis dit, tout ce qui me met en colère, j'ai envie d'en parler. Donc ça parle de la violence faite aux femmes, ça parle de la violence faite aux enfants, de la maltraitance physique, sexuelle, de l'homophobie, c'est un sujet. Je parle beaucoup d'homophobie, alors dans mes romans, surtout dans mes scénarios, et on va moins me demander mais pourquoi vous parlez d'homophobie, alors que en tant qu'homme, pourquoi vous parlez de la violence faite aux femmes, mais en tant que blanc, je vais aussi beaucoup parler du racisme, parce que tous les blancs, a priori, à moins qu'eux, on est scandalisés par le racisme. Et c'est exactement la même chose, en fait, en tant qu'homme, on ne peut pas ne pas être scandalisé par la violence faite aux femmes. Et en fait, c'est un vrai sujet, parce que effectivement, les hommes ne sont pas concernés, ne se sentent pas concernés. Et on va parler de féminisme, et c'est un gros mot. On dit je suis pas féministe, on dit je suis pas pédé. Ça va, on peut aborder ces sujets-là sans que ce soit. Et le féminisme n'est pas un gros mot, c'est quand même être antiraciste, évidemment. À partir du moment où on estime que la femme est l'égale de l'homme, on est féministe, simplement. Il n'y a pas de sujet sur est-ce que la femme est l'égale de l'homme. Et justement, il y en a un. Donc à partir du moment où il y en a un, donc j'essaie de faire une réponse pas trop longue, mais quand j'écris Cabossé, il y a tous ces sujets-là que j'aborde, dont Guillemette qui est victime de violence conjugale, qui rencontre Berthe. J'avais pas calculé cette histoire, mais je mets une grand-mère quand je suis dans le conte. Tiens, ça va être une grand-mère, elle a des cadavres dans la cave et c'est des hommes qui lui ont fait violence. Et après, les gens qui ont lu Cabossé, il y a eu une unanimité sur Berthe. Alors, Berthe, elle est géniale, elle est géniale. Je me dis, je vais écrire le roman de Berthe. Et là, d'un coup, c'est l'histoire de la violence faite aux femmes, puisque je suis obligé de faire ça sur un siècle, et pourquoi il y a 7 cadavres dans la cave, etc. Donc là, ça devient le sujet, vraiment, du roman. Et le roman devient un énorme succès. Donc, et c'est pas par opportunisme que j'ai continué, c'est que derrière, en fait, j'ai fait beaucoup de rencontres comme ça, et j'ai vu la colère. Je la connaissais, mais là, je l'ai expérimenté beaucoup. J'ai vu la colère, j'ai aussi vu les regards qui pétillaient dès que je disais Berthe, elle a une pelle, et il y a des cadavres dans sa cave, et à chaque fois, elle est comme ça. Et là, je me suis dit, ok, il y a un vrai sujet, quoi. Et je me suis dit, je vais être l'auteur avec la pelle et la cave, quoi. Et je ne prendrai jamais, et c'est pas du tout l'idée, à la place d'une Mona Chollet ou de grands auteurs féministes qui soient dans le fictionnel ou dans l'essai. Mais par contre, je me dis, tiens, il y a encore des choses à dire qui, moi, m'intéressent de ma façon d'exprimer, de me positionner sur cette problématique. Notamment, par exemple, quand j'ai écrit Mathilde, je m'étais dit, après Petiot, déjà Petiot, Petiot, je redéconstruis, parce qu'il y a plein de personnages féminins qui sont victimes de violences, mais il y en a plusieurs et des violences différentes. Et en attaquant Marion, je ne me dis pas que je veux parler de violences féminines, sauf que d'un coup, j'ai une amie qui me dit qu'elle a été victime de revenge porn. Et la réalité rattrape, et d'un coup je fais putain. Et je me suis dit, j'ai pas abordé l'aspect 2.0 de cette violence. Donc la vie me l'a tendu sur un plateau pourri, mais je me suis dit, continuons, quoi, en fait. Et c'est vrai que maintenant, avec le succès de Mamie Nougueur, je me dis, ce qui est cool, c'est qu'on va pas. Ça veut pas dire que je vais pas me rater, que je peux me rater un roman, mais en tout cas, on va pas remettre en question ma démarche, la légitimité à essayer d'aborder ce sujet-là. Après, Mamie Nougueur a montré que j'étais sincère dans ma démarche et que ça allait. Donc voilà, j'ai continué. Je vais pas continuer comme ça. Il y a d'autres sujets que je vais aborder maintenant. Mais quelque part, Berthe m'a un peu amené avec elle sur la barricade, donc je suis là derrière.
Il y avait d'autres questions, moi, je crois, derrière ou... Ouais, peut-être. Je vous laisse voir. Non, dites-moi, je vous écoute pour vous. Donc, Mamie Luger, Papy Mariole sont des personnages qui sont vieux, très vieux, voire même. Est-ce que pour vous, c'est important d'aborder aussi cette thématique sociétale du grand âge et de la vision un petit peu qu'on a sur, qui est souvent un petit peu dans le pathos et qui est souvent un petit peu stéréotypé, en fait, moi, je trouve. Ou est-ce que c'est simplement un ressort narratif? Il y a pas mal de... Enfin, pas mal. Il y a quelques polars qui sortent avec des très vieux en personnage principal. Et du coup, est-ce que le fait qu'il soit vieux, c'est important pour vous Ouais, c'est calculé, évidemment c'est calculé, mais c'est-à-dire qu'une fois de plus, quand je commence un roman, je me dis pas, mon personnage va être blanc, cisgenre, 40 ans, alcoolique, je suis en train de divorcer, c'est pas très simple, mais j'ai cette petite histoire avec cette gamine de 20 ans et c'est cool. Parce que ça, tout le monde l'a fait et qu'on a quand même envie de casser un petit peu ce code du héros blanc qui se fait des milliers de 20 ans. Et effectivement, par définition, des héros en EHPAD, parce que ça va être le héros en fait. D'un coup, c'est intéressant parce que je me dis, on n'a pas vu souvent et c'est un champ des possibles vachement intéressant sur l'aspect narratif. Je me dis pas, je vais me retrouver, ça, on l'a vu dans tel film, dans tel roman, etc. Donc c'est une histoire de caractérisation. Donc, et ça amène les situations. Une situation banale devient très différente à partir du moment où c'est Jean Rochefort, Alzheimer avec un cochon sur la même situation. Il rentre dans une cafétéria, c'est Jean Rochefort, Alzheimer avec un cochon. Il rentre dans une cafétéria, j'ai déjà une scène. Alors que si j'ai Jean-Fred, 40 ans, divorcé, rentre dans une cafétéria, tu dis ouais, et après il se passe quoi? Donc c'est juste ce truc-là qui devient intéressant. Par exemple, sur Berthe, il s'est passé un truc intéressant, c'est elle apparaît dans Cabossé, elle a 4 chapitres. Je me dis, je vais grossir le trait, parce que dans Cabossé, tous les traits sont grossis. Je la décris, elle a 102 ans, elle fait 1m2, elle voit rien, elle a une carabine. Et surtout, donc là, je la décris comme ça, on se dit, c'est une petite chose chétive, ça va être une victime. Et j'ai Roy à côté qui fait 2 mètres sur 2, et je dis, direct, en fait, elle va le plier en deux, quoi. Donc elle lui parle, et Roy, il s'excuse d'exister. Il dit, oh, pardon, madame. et c'est lui qui l'appelle Mamie Luger. Et d'un coup, j'ai caractérisé un personnage, on s'y attend pas. Elle prend une saveur vachement intéressante. Donc j'écris Berthe et elle dit moi j'en ai un cas parce qu'ils m'ont mal parlé et je résume en une phrase en fait cette problématique du respect de la femme et de façon un peu comique et outrée en disant ils ont fini dans la cave. Quand on fait un roman, on dit comment je développe ça pour que ce soit justement pas caricatural, que ça reste archétypal mais pas caricatural et à la base Mamie Luger, je l'ai développé de façon chronologique. Donc le roman commençait en 1914 et finissait en 2016 à l'époque. Et donc elle était grand-mère qu'à la fin du roman. Et en fait, au début, je faisais la première version, ça plaisait pas du tout, mon éditeur n'a pas aimé. J'avais fait lire à mes bêta-lectrices. On me dit, il y a un truc qui va pas, quoi. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi les gens ont voulu que je raconte Mamie Luger? C'est parce qu'ils ont kiffé Berthe quand elle avait 102 ans. Ils ont kiffé voir la grand-mère qui disait. Qui balançait des scuds. Et moi, ma grand-mère, qui est décédée en 97, elle était magique, elle disait des trucs absolument incroyables. On me dit, mais mamie, tu peux pas dire ça. Et rien à foutre, quoi, c'est bon, j'ai autre chose. Et elle faisait vraiment 1m2, elle m'arrivait à la hanche, c'était tout un personnage. Et elle racontait. Il y avait un côté génial de l'entendre dire la guerre c'était horrible, mais elle me racontait ce souvenir de je faisais du vélo sur les Champs-Élysées, il n'y avait pas de voiture, et c'était une situation incroyable. Et cet aspect, elle l'a vécu dans une situation horrible qui est la guerre, quoi, qui est les Allemands dans la rue, et elle le dit, mais dans ça, il y a aussi eu des belles situations, et elle en parle, et elle a survécu. Donc il y a ce truc-là qui était intéressant, que j'ai voulu développer dans Mamie Luger, c'est-à-dire que je peux aller très très loin dans des situations dures dans Mamie Luger, parce que je sais qu'après elle va dire, et donc c'est pour ça que je l'ai tuée, mais on sait qu'elle va survivre à la scène, puisqu'elle a 102 ans quand elle le raconte. Et c'est pour ça que par exemple un roman comme Joueuse, on m'a dit, c'est un roman qui est vachement dur, je me dis, mais c'est moins dur que Mamie Luger. Ben non, parce qu'en fait ça se passe en temps réel, et donc on ne sait pas du tout ce qui va se passer derrière, et qu'il y a un truc plus oppressant. Donc voilà, c'est des mécaniques un peu différentes, mais c'est que des histoires de caractérisation et de dire plus on sort de l'archétype du héros et surtout du héros indestructible, enfin du héros un peu,
je suis un peu cabossé, mais vite fait, j'ai une soirée comme ça, mais en fait, on dit ouais, super, mais c'est pas très intéressant. Et quand on dit, d'un coup, c'est pas Clint Eastwood qui va débarquer pour sauver la veuve et l'orphelin, mais c'est la veuve et l'orphelin qui va se démerder toute seule. Et si Clint Eastwood il ressemble à Rochefort et qu'il est en charentaise et qu'on dit le héros, ça va pas trop être un héros, voilà, ça crée simplement, vous voyez, le sourire. Je sais qu'à partir de là, j'ai une situation, je sais pas où je vais, enfin je sais que je vais développer, mais je sais que j'ai plein de choses à raconter. Et pour avoir été souvent à l'EHPAD voir ma grand-mère à l'époque où elle avait aussi, c'était la dégénérescence cognitive très très forte, et mon père a eu l'Alzheimer, donc j'ai vu aussi des choses qui me permettent de les nourrir dans le roman et de me dire, on va pas en rire, mais c'est quelque chose qui caractérise quelqu'un et qui est intéressant à poser dans dire, si mon héros il est défaillant à ce point-là, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, il y a un film qui est très connu qui s'appelle Memento, je ne sais pas si vous avez vu ce film de Christopher Nolan qui a fait après Oppenheimer, etc. Et Memento, alors là par exemple, dans le héros, c'est Guy Pearce qui joue ça, donc bel homme, 35 ans, etc. Mais il est victime il a un syndrome post-traumatique où il n'a plus de mémoire, il a plus de mémoire immédiate. Il oublie toutes les 3 minutes ce qu'il vient, donc il se tatoue sur son corps les indices qu'il trouve pour essayer de venger sa femme. En fait, je me suis beaucoup inspiré de ce roman, de ce film par rapport à Marie dans un autre registre. Mais c'est un héros auquel on peut s'identifier. C'est une sorte c'est déjà entre guillemets un super-héros. Je me dis, si on fait la même chose avec un papy qui sort de l'EHPAD, d'un coup on a la même chose de la mémoire qui est pas là, mais en plus, le pauvre, de toute façon, il est chétif, limite il peut porter des couches, ça crée une dynamique différente. Puis il y a quand même toujours un dialogue, moi je trouve qui est intéressant aussi avec Stage, que ce soit Papy Mariol, Mamie Lugar, c'est que voilà, encore une fois on en revient, lui il dialogue quand même avec une jeune femme, il y a Mamie Lugar, elle, quand elle raconte qu'elle a 102 ans, qu'elle parle à Ventura, ou qu'elle parle aux autres dans la cellule, c'est une femme de 102 ans, mais elle dialogue elle-même avec sa jeunesse aussi, ou avec elle à 20, 30 ans. Moi je trouve que c'est intéressant, parce qu'on voit qu'il y a aussi ce mélange des âges qui donne encore une fois la richesse. C'est les mises en perspective. C'est d'ailleurs, on dit souvent, Mamie Lugar, la grand-mère, c'est un roman sur une grand-mère, c'est un roman sur une grand-mère. Et dans Mamie Lugar, il y a un quart du roman. Oui, en fait, c'est plus sa vie à elle quand elle est jeune. Et en fait, elle a tous les âges, à chaque fois, même en adaptation, on dit ça va être compliqué parce que c'est une grand-mère, c'est une grand-mère. Je dis, vous n'avez pas lu le roman, en fait. Il y a une garde à vue. En gros, c'est 15 jours de tournage avec du maquillage, mais sinon, elle a surtout entre 30 et 60 ans, le plus dur, le corps dur du cœur du roman, elle a tout cet âge-là, quoi. Mais comme on revient sur elle avec grand-mère, il y a cet aspect qu'on retient beaucoup. Oui. Oui, moi je pense que si elle avait, si les personnages très âgés étaient beaucoup moins âgés, mais qu'ils aient entre 75 et 80 ans, ça serait plus crédible. Ah ben là, il a 77 ans dans celui-là, donc ça va. Non, justement, je suis d'accord avec vous. La Berthe, c'était la version. J'ai poussé le trait, mais je pensais pas qu'elle survivra à cabosser. Sinon, j'aurais pas été aussi loin. Mais oui, évidemment, je suis d'accord avec vous sur la crédibilité. J'ai vachement tergiversé sur l'âge de Mariol. Je voulais qu'il ait 77 ans parce que j'étais resté sur Tintin de 7 à 77 ans. Donc c'était sur le jeu, il y avait même un dialogue que j'ai pas gardé là-dessus. Parce qu'il disait, ça y est, je suis plus lisible pour les jeunes parce que j'ai passé les 77 ans. Mais voilà, c'est cet âge où en fait, voilà, il n'est pas encore. Si j'avais dit il a 90 ans, on est vraiment dans un stade où on se dit on a du mal à imaginer qu'il peut encore faire du Krav Maga. À 77 ans, c'est le moment où. Je trouve qu'à 77 ans, c'est peut-être le meilleur moment dans la vieillesse, quoi. Eh bien écoutez, je rejoins totalement. Mais parce qu'il y a encore une énergie. Ouais, non mais complètement en fait. Et moi, alors effectivement, moi c'est le moment où mes parents commencent à rentrer dans ces âges-là, donc on voit beaucoup. La vieillesse, elle a un côté injuste là-dessus. Moi, mon père, il est décédé à 72, donc il y a un côté d'un coup, les choses se rattrapent alors que c'était pas prévu. Et ma grand-mère, elle a été vaillante jusqu'à 95, donc c'est là où
c'est très intéressant hein, d'essayer d'aborder un peu tous ces aspects et toute cette injustice qu'il y a par rapport, mais de la façon par rapport à la maladie, on peut être à 30 ans vaillant ou à 30 ans avoir une sclérose en plaques et c'est une injustice absolue quoi. Donc oui, je suis d'accord avec vous, ne vous inquiétez pas, je ne mets pas que des vieux de 102 ans, la confrérie des vieux de 102 ans. Il y a d'autres questions du coup parce qu'on va bientôt terminer. Non. Question, moi j'ai peut-être pour finir un peu sur toi tes projets justement en cours, alors que ce soit roman, cinéma, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu travailles, tu peux dévoiler un peu Je peux pas complètement dévoiler parce qu'on va l'annoncer officiellement au Festival d'Annecy, là bientôt. Le Festival d'Annecy, je sais pas si vous savez, c'est le Festival de Cannes de l'animation, c'est en juin, et donc là je suis en prépa en ce moment, donc je suis en écriture et en préparation parce que je vais réaliser à nouveau un film d'animation qui va être un beau projet sur lequel est affilié un grand nom de la culture mode et populaire, mais pour l'instant c'est pas encore officiel, donc on va l'annoncer à Annecy. Donc j'ai commencé ça en finissant Papy Mariole, c'est toujours le moment où ça me fait beaucoup rigoler parce que je suis sur du revenge porn et d'un coup on m'appelle sur des films d'animation avec des petits personnages mignons. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont vu peut-être Moon, le gardien de la lune aussi, qui est un film quand même qui a cartonné quoi. Ouais, c'est un carton dans le monde entier, enfin pour le coup, surtout dans le monde entier en fait. Ouais. C'est un film qui est sorti en 2015. Alors si vous avez des enfants, petits-enfants, à partir de 4 ans, vous pouvez les mettre devant, ils vont être scotchés. Je dis ça parce que j'ai fait le tour du monde avec le film et c'était assez rigolo de le voir à Tokyo, à Meknes, à Yerevan, quoi. Et aux États-Unis. Et c'est un film qui est très enchanteur dans l'univers visuel, je peux le dire parce que c'est pas moi qui l'ai dessiné, hein, on a des artistes incroyables. Et c'est un film qui a très très bien marché, à l'international. Et du coup, depuis, moi je suis très sollicité par les studios étrangers parce que l'avantage de l'animation, c'est que ça n'a pas de frontières. On fait un film d'animation, ça se vend très très bien dans le monde entier. Et puis le monde de l'animation, alors vous êtes peut-être pas au courant, mais vous connaissez les films comme Les Mignons, Moi Moche et Méchant, tout ça. Et bien, il faut savoir que ce sont des films américains qui sont fabriqués en France, à Paris, dans le 15e pour être précisément. Vous regardez le générique de fin, vous allez voir mon nom d'ailleurs, je suis dans tout. Mon nom de Philippon est dans tous ces génériques, ce n'est pas moi, c'est un homonyme. Donc à chaque fois on me dit « Ah, j'ai vu ton nouveau, t'as fait Mignon 2 ?» Non, j'aimerais bien avoir fait Mignon 2, c'est pas moi. Et vous voyez les génériques de ces films-là, en fait, c'est les Français, parce que les Français sont des génies de l'animation, mais c'est pas produit par les Français, c'est produit par un producteur américain qui s'appelle Chris Meledandri. Donc oui, il y a beaucoup de ponts qui se font. Et puis moi, j'adore écrire dans des univers enfants, famille, parce qu'il y a un imaginaire qui est très très fort. Et en fait, de le réutiliser, quand je mets Chonchon dans Mariole, je me fais plaisir, j'amène de l'animation dans l'univers du noir. Donc voilà, je fais ça, et puis j'ai mon nouveau roman qu'il faut que je commence à écrire, parce que sinon je vais me faire engueuler par mon éditrice. Même si la trame est écrite, l'histoire, on sait de quoi ça parle, enfin, on a validé tout le truc, mais il faut que je rentre dans le processus d'écriture qui est long. Chez Albin Michel ? Chez Albin Michel, oui, parce que je suis nouvellement chez Albin Michel, c'est mon premier roman chez eux. Et donc, petit scoop, ce ne sera pas du roman noir. On attend là. Mais ce sera haut en couleur aussi. De toute façon, je fais du noir en couleur, je fais du noir, du noir en technicolor. Il en faut du merci. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. En tout cas, à tout le monde. Je suis d'accord avec toi. Ouais, prenez un sandwich et une bouteille d'eau avant de faire la queue, parce qu'il y avait... tout le temps.